Voilà, et on accueille nos invités. Gérard Vespierre, tout d'abord. Bonjour et bienvenue. Vous êtes géopolitologue et fondateur du Monde décrypté. On va revenir sur cet espoir, peut-être, en tous les cas, on n'en est pas encore sûr, mais il y a cette annonce qui arrive à un moment stratégique, cet espoir de paix à Gaza, puisque lundi, le Premier ministre israélien se rend à Washington pour rencontrer Donald Trump. Forcément, au niveau du timing, on ne pouvait pas faire mieux pour essayer de relancer un processus de paix. Il est en cours déjà depuis de nombreux mois, n'est-ce pas? Ce ne sera pas le premier cessez-le-feu, donc ce sera le troisième. Donc on est dans la bonne direction parce qu'il s'annonce de certaines durées, 60 jours. Et donc on rentre dans un processus global d'apaisement au Moyen-Orient, entre Israël et la Syrie, entre Israël et le Liban, entre Israël et le Hamas à Gaza. Donc on verra, on va suivre de très près demain ce rendez-vous entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Et ce matin, on va écouter le président américain qui se montre très optimiste. On doit pouvoir faire quelque chose à propos de Gaza. Vous savez, il pourrait y avoir un accord sur Gaza dès la semaine prochaine. À quel point êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste. Mais vous savez, ça change chaque jour, chaque année même. Alors on va rejoindre, je vois que la déclaration de Donald Trump vous fait rire. Oui, c'est pas la première fois. Non, mais non, il peut être drôle parfois, ça dépend. Michel Derzanski, nous sommes en ligne avec vous, vous êtes enseignant et journaliste spécialiste du Proche-Orient. Lorsqu'il dit, oui, il peut y avoir un cessez-le-feu dès la semaine prochaine, comment vous interprétez les propos de Donald Trump? Vous les prenez au sérieux ou pas du tout? Je crois qu'on ne peut que prendre au sérieux tout ce qui est dit par les dirigeants. Maintenant, la question, c'est qu'aujourd'hui, on est d'une part dans une nouvelle grammaire de la guerre, d'autre part, vous avez vu qu'au niveau national, on est dans l'incertitude. Alors imaginez aujourd'hui au niveau international, c'est le monde de l'incertitude dans lequel nous rentrons, qu'elle soit internationale ou nationale. Donc qu'il y ait le début d'une amorce de quelque chose, il n'y en a pas de doute. Maintenant, toutes les incertitudes seront sur ces 60 jours. Comment ça va se passer, heure par heure, jour par jour? C'est ça qu'il va falloir regarder. Avec à la clé, évidemment, la libération des otages ou peut-être de certains prisonniers. C'est ça aussi qui est en jeu derrière toutes ces négociations. Tout à fait. Ça, c'est un élément clé. C'est la première étape, c'est le premier paramètre. Est-ce que tous les otages vont être libérés ou bien est-ce que le Hamas, à l'image d'un allié du Hamas, n'est-ce pas, le régime de Téhéran, va garder 2, 3, 4 prisonniers encore pour d'ultimes négociations. À qui faites-vous allusion? Lorsque vous parlez de l'Iran, est-ce que vous pensez à Cécile Collère et à Jacques Paris? Oui, et puis il y a d'autres qui aussi sont originaires d'autres pays européens qui peuvent être détenus. Ces fameux otages d'État. Voilà, donc c'est un régime voyou auquel nous avons à faire face en Iran. Et vous avez ces deux alliés, le Hamas et Téhéran, qui pratiquent exactement les mêmes méthodes. Voilà, absolument. Et donc ça, il faut que ça soit clair. Le conseiller pour les affaires internationales du guide Ali Khamenei iranien donc, a dit quelques jours après le 7 octobre, nous sommes derrière cette opération, les gardiens de la révolution sont derrière cette opération du 7 octobre. Donc c'est officiel, c'est dit. Alors c'est pas très répété, mais ici nous avons l'opportunité de le partager et de le faire savoir. Donc voyez-vous, cet enclenchement de complicité se retrouve, comme vous venez de le dire, dans les méthodes odieuses. Donc finalement, ce qui est en train de se passer, c'est aussi par ricochet les conséquences du 7 octobre, aussi bien ce qui se passe à Gaza et aussi bien ce qui se passe surtout en Iran et avec Israël et les États-Unis. Le grand virage a été le mois d'août de l'an dernier, quand Israël a préparé et mis en action son plan contre le Hezbollah. À partir du moment où le Hezbollah a été diminué, réduit, confiné dans ses cachettes, eh bien, vous avez eu un événement fondamental de déblocage au Liban, à savoir l'élection d'un nouveau président de la République qui était bloqué depuis 2 ans et demi par le Hezbollah. Et le Hezbollah étant sur le repli, a dégagé, a quitté la Syrie. Et voyez-vous ce qu'il est advenu, Bachar est tombé. Donc, j'ai eu l'occasion de faire au mois d'octobre l'an dernier de faire une conférence dans un grand établissement parisien devant des étudiants et c'était mon thème,
le grand virage du Moyen-Orient, le retournement stratégique. C'est-à-dire que l'Iran affaibli à l'extérieur, maintenant, vous voyez, 1 an plus tard, il est affaibli à l'intérieur aussi, avec la réduction de ses défenses aériennes à 0, avec la réduction de son armement nucléaire. Mais avec un régime des mollahs qui reste en place malgré tout, oui, et qui ne mais tombe il a pas. 46 ans avec un chef de 87 ans, donc le tic-tac est enclenché. Oui, le tic-tac est enclenché peut-être pour l'ayatollah Khamenei, mais en tous les cas, on sait que Pour derrière, de toute façon, pour le régime aussi. Oui. Est-ce que finalement Donald Trump, en attaquant, en frappant l'Iran, n'a pas coupé l'herbe sous le pied d'Israël? Israël, c'était évidemment cibler les sites d'enrichissement d'uranium, mais à moyen terme ou long terme, faire tomber ce régime des mollahs. Voyez-vous, il y a une complicité, une coordination totale entre Israël et les États-Unis depuis une vingtaine d'années. No nuclear Iran, pas d'Iran nucléaire. Et depuis 2002, ils se sont associés pour mettre en place des opérations. La centrale de Natanz, à partir de 2005-2006, a été l'objet d'observations, d'opérations et donc de cyberattaques à partir de 2008, conjointe, menée, construite entre Israël, les services secrets, le département 800, si ma mémoire est bonne, et puis la CIA. Bon. Et après, il y a eu des éliminations à partir de 2010 de savants et de hauts responsables du programme nucléaire iranien à l'intérieur de l'Iran. Donc tout cela est coordonné. Parce que l'enjeu est tellement énorme, c'est la stabilité du Proche, du Moyen-Orient et donc indirectement du monde, que cette stratégie d'alliance a été, je dirais, menée de main de maître. N'oublions pas que toute l'armée de l'air israélienne est américaine. Les F-15 sont américains, les F-16 sont américains, les F-35 sont américains, les Boeing de ravitaillement sont américains. Bon, donc, voyez-vous, il y a... Sauf la bombe GBU-57 ? Oui, alors ça, c'est mené par les États-Unis. Mené par les États-Unis. En tous les cas, c'est mené par les États-Unis. Voilà. Donc, on a affaire à un parapluie militaire américain global. Bon, il y avait 2 porte-avions dans la mer, donc l'océan Indien, prêts à accompagner les mouvements. Donc, ce basculement stratégique au Moyen-Orient est à l'œuvre depuis le 7 octobre. L'Iran a lancé un boomerang et quelquefois, avec cet outil-là, eh bien, le boomerang revient vers celui qui l'a lancé. On va retrouver Michel Derzanski. Je rappelle que vous êtes enseignant et journaliste spécialiste du Proche-Orient. Vous suivez cette conversation à distance depuis tout à l'heure. On va parler du timing, alors, parce qu'évidemment, comme le disait Gérard Vespierre, il y a eu plusieurs occasions de cesser le feu, de mettre en place un cessez-le-feu qui ont souvent échoué, on peut le dire. Limité, en tout cas. En tous les cas, limité, exactement. Ce qui va se passer, donc, il y aura cette rencontre entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou à partir de lundi, mais il y a aussi eu ce scandale en marge de Gaza, ce système mis en place par Israël et les États-Unis qui a été dénoncé par MSF et plusieurs ONG disant que finalement ce système, eh bien, il visait non seulement, qu'il ne visait pas à aider les civils, mais qu'il visait à les tuer. Est-ce que toutes ces révélations, il y a eu aussi des révélations dans la presse israélienne, de témoignages de soldats israéliens qui disaient « on nous a donné pour ordre de tirer sur des civils non armés ». Est-ce que tout ça n'a pas contribué à faire accélérer les choses ? À faire accélérer la trêve ? Je ne pense pas. Je pense que ce qui a fait accélérer la trêve, c'est ce qui a été dit précédemment. C'est qu'il y a eu un réveil stratégique au Moyen-Orient. C'est que le 7 octobre a entraîné une déflagration du côté israélien provoquée par le Hamas, que la déflagration du 7 octobre a enterré la cause palestinienne, que la déflagration du 7 octobre a définitivement créé un schisme entre les Israéliens et les Palestiniens, que le 7 octobre a entraîné un effondrement à moyen terme de toute la sécurité de l'Iran, qu'elle soit au niveau des passes d'Aram, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit territoriale, qu'elle soit sécuritaire, que l'axe chiite qui se dessinait bon an, mal an entre l'Iran, le Liban et Gaza avec le Hamas, aujourd'hui est en train de s'effondrer. C'est ça ce qui a entraîné le 7 octobre. Après, aujourd'hui, la trêve, pourquoi est-ce qu'elle arrive ? Parce que tout simplement, comme il a été dit précédemment, il y a un lien intrinsèque entre l'Iran aujourd'hui et le Hamas. La question qui va se jouer à court terme, là, ça va être dans quelles conditions vont être respectées cette trêve
Et puis surtout, c'est ce que j'avais dit déjà sur votre chaîne quand j'étais intervenu et qu'il devait y avoir la libération des enfants Bibas et de la famille Bibas, la façon dont les corps vont être restitués à Israël, la façon dont vont être décryptés, la façon dont ces corps ont été rendus mutilés, pas mutilés, etc., vont avoir des conséquences en termes de géopolitique de l'émotion, comme le dit Dominique Moïsi, qui va être terrible, énorme. Et donc, on ne sait pas dans quel basculement on va aller. Après, pour répondre à votre question sur les distributions de nourriture et la façon dont l'armée israélienne est intervenue, quand on dit des tirs, ce sont des tirs de sommation en haut. Ce ne sont pas des tirs de sommation en direction des personnes. D'ailleurs, si vous lisez les différents entretiens entre les traductions en hébreu et en anglais, cette distinction apparaît très clairement. Et il va de soi que dans ce chaos, c'est très compliqué. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à votre question, si toutefois j'ai bien compris votre question. Oui, vous l'avez bien comprise. Je me retourne à nouveau vers vous, Gérard Vespierre, pour parler de ce 7 octobre. Alors, certes, Israël réagit, mais lorsque il décide d'attaquer l'Iran et qu'il parle, et que Benyamin Netanyahou parle de frappe préventive, est-ce qu'il ne bafoue pas le droit international ? Est-ce qu'on peut, comme ça, délibérément attaquer un État sous prétexte de prévention ? Parce qu'on pense qu'il est sur le point de fabriquer la bombe atomique. L'art de la guerre est une chose très, très complexe, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs recettes et une des recettes, effectivement, est l'attaque préventive. À partir du moment où vous avez accumulé un certain nombre de preuves. Or, l'Agence internationale sur l'énergie atomique ne cesse de dire qu'effectivement, la proximité de 90% d'enrichissement de l'uranium, les quantités qui ont été produites à plus de 60%, etc., rapprochent en termes de semaines ou en termes de trimestres la réalisation possible. Soyons prudents, la réalisation possible d'un armement nucléaire oui, parce que iranien. Pour l'instant, l'AIEA n'est pas en mesure de confirmer que l'Iran est sur le point de se doter, enfin en tous les cas de fabriquer la bombe. Seul le Mossad peut l'affirmer. Alors, le problème, c'est le délai. Est-ce que je pense que l'AIEA peut dire oui, dans 2-3 ans, c'est possible. Mais Israël dit dans 3 semaines. Bon. Donc voilà, la querelle est sur le délai, pas sur le principe. Et le principe fondamental, c'est le fait que l'Iran, depuis 25 ans, a caché, n'est-ce pas ? À partir du moment où vous cachez quelque chose, pardon pour cette lapalissade, c'est que vous avez quelque chose à cacher. J'imagine que vous faites aussi allusion à ces fameux 400 kilos d'uranium. Absolument. Voilà. Absolument. Dont on ne sait pas où il se trouve. Merci beaucoup, Gérard Vespierre. Merci également à Michel Derzhansky d'avoir été avec nous. Vous restez bien évidemment sur France Info.